Bienvenue pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, le premier podcast de comptoir où une bande de potes se retrouve autour d'une table pour discuter, débattre, apprendre, bref, refaire le monde autour de sujets qui nous concernent tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a eu envie de parler de quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, que ce soit dans nos smartphones, dans nos voitures, sur Internet, ou même avec notre assistant personnel Alexa, Siri ou Google Assistant. Je veux bien entendu parler de l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux pour parler de l'intelligence artificielle que de s'appuyer sur un mythe de la science-fiction et du cinéma, j'ai nommé Terminator 2, le jugement dernier. Même fabrication. Ces photos ont été prises au commissariat de West Island en 84. Vous y étiez. Même modèle. Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger. Nouvelle mission. Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission, Baisse-toi. c'est de le protéger. Maman! Viens avec moi si tu veux vivre. C'est réellement réel? Il est programmé pour protéger un enfant. Qui t'a envoyé? C'est toi, il y a 25 ans. Mais c'est un Terminator comme toi? Pas comme moi. Alors Terminator 2, le jugement dernier, c'est un film de James Cameron qui est sorti en salle le 16 octobre 1991 avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et Edward Furlong. Et pour ce nouvel épisode, j'ai autour de moi le plaisir d'accueillir deux habitués puisqu'on est au deuxième épisode, c'est peu dire. J'ai Julien. Julien, comment vas-tu? Bonjour Mehdi, je vais très bien, je te remercie. Et j'ai une autre tête que vous connaissez déjà, Salah. Salah, comment ça va? Ah, des stars déjà, salut. Et pour compléter l'équipe du jour, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle voix de cet épisode. C'est Marien. Marien, bienvenue et comment vas-tu? Salut Mehdi, écoute, moi ça va très bien, je suis vraiment très content d'être là avec vous tous ce soir. Cool. Pour ce nouvel épisode, comme on vous disait, c'était Terminator 2, de l'intelligence artificielle, donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander, Terminator 2, à quoi ça vous fait penser? Terminator 2, alors il faut savoir déjà, Terminator 2, 1991, je suis de 1992, donc déjà. C'est-à-dire que moi déjà c'est un film d'une autre époque. Ceci dit, très fan de cinéma, j'ai souvent regardé des films des années 80, films policiers, etc. Donc je me suis plutôt pas mal pris dans le film, donc ça m'évoque vraiment un moment de plaisir, un moment où on se pose dans ce canapé, on prend le temps, une petite bière à la main, et puis vraiment on prend le plaisir de regarder un bon film d'action avec des bons effets visuels, un super réalisateur, un acteur qu'on apprécie forcément, donc ouais, un bon moment de plaisir et où on se prend pas la tête. Donc ouais, t'es le plus jeune d'entre nous, donc on va peut-être avoir une perspective différente en parlant de ce film. Salah, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, oui, 1992, je suis choqué là, Marien, je suis désolé. T'es beaucoup trop jeune. Enfin bref, moi la première expérience, c'était le premier Terminator en fait, qui m'avait. On va parler après directement du 2. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait marqué. Moi, j'étais fasciné par le robot. C'était vraiment ça, en fait, le robot, et au fait, le fait est l'espèce de vue toute rouge où, en fait, il arrivait à spotter, à analyser tous les protagonistes, les actions dans le film et tout ça. Il montrait ces vues-là en FPS. Au fait, c'était assez unique. Ça m'avait marqué, au fait, quand j'étais petit, parce que j'étais assez petit quand je l'avais regardé. Et puis après le 2, au fait, je l'ai regardé assez tardivement parce que il n'était pas arrivé au Bled. À l'époque, j'étais en Algérie. Euh, donc du coup, le 2, j'avais adoré. Et super film d'action, pareil, film à bière, très ricain, et puis avec des scènes, avec pas mal de scènes cultes. En fait, finalement, c'est vraiment un monument du cinéma. En fait, c'était quelque chose, quoi. Ce film-là, c'était vraiment quelque chose.
Ouais, ça t'a marqué aussi. Et toi, Julien? Tu parles, Ouais. excuse-moi, tu parles de scènes cultes, mais aussi de phrases cultes, hein, parce que c'est vrai que toutes ces phrasés là, hasta la vista, baby, il n'y a pas besoin d'avoir vu ce film en fait pour les connaître. Donc c'est ça aussi. Hein. Qui rend iconique le film, carrément. Julien, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors toi tu parlais de phrases Qu'est-ce que ça te iconiques. rappelle? Ouais. Tu parlais de phrases iconiques. Le nombre de sketchs que j'ai vu où j'ai entendu du Sarah Connor, par exemple, ça fait partie des classiques dans beaucoup de sketchs. Alors moi, je pense que, de ce que je me rappelle, j'avais vu Terminator 2 avant le 1, parce que j'ai dû regarder le 1 après. Et je rejoins assez ça là sur le côté impressionné à l'époque, sur le côté SF, etc. Bon après, pour l'avoir re-regardé par rapport à l'émission qu'on fait ce soir, ma vision effectivement a largement changé, mais je me rappelle qu'effectivement tout le côté SF, tout le côté impressionnant du robot, etc. Puis après le robot tueur, parce qu'en fait c'est tout le but du film est basé là-dessus, a été quelque chose qui m'avait assez marqué à l'époque. Et donc c'est marrant de voir maintenant par rapport à tout ce qui peut sortir comme film, l'évolution un peu de tout ça. Mais ça a quand même orienté, je trouve, pas mal de films qui sont sortis par la suite. Ça a été cette saga-là. Alors, je parle pas des derniers qui sont discutables, mais le 1 et le 2 font partie des références, je trouve, dans ce milieu de l'IA qui déconne ou qui déconne pas, en fait. Pour ma part, ce film, on parle du 1 et du 2, c'est vrai que c'est assez indissociable pour pouvoir comprendre le film, mais pour moi, c'est deux films complètement différents. Le premier, c'est un film dans lequel je me suis un petit peu ennuyé quand je le regardais petit. Je me rappelle plus exactement à quel âge, je devais être minot à moins de 10 ans. Et ça a emprunté vachement les codes du film d'horreur. C'est le slasher, celui qui va chercher à éliminer sa cible. C'est vachement sombre, c'est anxiogène. Et le second, lui, est plus dans une dimension spectacle, je trouve. On peut pas faire endosser deux fois le rôle du bad guy quand l'acteur principal devient une superstar. Donc il devient gentil. Et c'est pour moi plus un film, voilà, film à bière, film popcorn qu'on regarde pour s'en mettre plein la vue. Et je trouve que finalement, il a pas si mal vieilli. Marien, il parlait des scanners dans la rétine lorsqu'il analysait l'environnement, mais c'est quasiment le même fonctionnement que les voitures autonomes quand ils analysent les panneaux, la circulation, etc. Donc je trouve que il est un peu en avance sur son temps et qui rend le film particulièrement culte pour toutes les raisons que vous avez évoquées précédemment. Alors Terminator 2, si vous l'avez pas vu, je pense que ce serait bien de faire une petite piqûre de rappel, faire un petit résumé de ce film. Et pour ça, on va encore faire le bizutage. Marien, tu vas t'y coller, s'il te plaît. Alors, en gros, il va falloir forcément parler du premier Terminator, puisque le Terminator 2 est la suite directe du premier, forcément. En gros, le contexte, c'est que 1997, holocauste nucléaire, il y a des survivants humains en fait qui vont rentrer en résistance contre une prise de pouvoir des machines, même une dictature de robots intelligents et surpuissants qui sont contrôlés par Skynet. La résistance humaine est dirigée par John Connor. Ce John Connor, il est pas facile à combattre. Du coup, Skynet va envoyer un émissaire dans le passé, un robot Terminator, qui va avoir la mission de tuer Sarah Connor, la maman de John Connor. Ça, c'est le premier. À savoir que dans le premier, forcément, le robot est détruit et donc la mission est un échec. Dans le deuxième Terminator, nouvelle mission, Skynet décide d'envoyer un nouveau Terminator dans le passé, cette fois pas pour tuer la maman, mais pour tuer le très jeune John Connor. Visiblement une cible qui sera plus facile à atteindre. Pour ce faire, ils envoient un Terminator encore plus puissant que celui du premier. Pour contrecarrer les plans de Skynet, John Connor du futur, adulte, va envoyer un Terminator similaire à celui du premier film pour protéger ce même John Connor enfant. Et donc nous allons avoir le plaisir de voir des combats tout au long du film entre ce premier Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger et le super Terminator nouvelle génération interprété par Robert Patrick. Donc en fait, une chasse à l'homme.
en résumé pendant tout le film. C'est exactement ça. Le vieux Terminator Schwarzenegger qui va défendre John Connor contre le nouveau Terminator. Voilà, c'est le Nokia 3310 face au Samsung Galaxy S10. Alors, on parle de ce film parce que ce film pour nous représente peut-être un des films qui englobe le plus l'intelligence artificielle, et on a affaire à un robot-machine intelligent. Mais pour parler d'intelligence, c'est intéressant de savoir déjà qu'est-ce que l'intelligence, comment on définit l'intelligence et savoir ce que c'est. Est-ce que vous savez quels sont les différents types d'intelligence qui existent, qui sont répertoriés aujourd'hui? Moi, je sais pas, mais tu vas nous le dire. Il y en a pas 7 ou 8 formes d'intelligence Il y en a pas mal, hein. Qu'on peut identifier depuis. Alors, c'est différentes théories. Moi, j'ai trouvé avec 9, mais oui, on a qui disent 7, 8 ou 9. Dans les intelligences, il y en a qui sont tout à fait, qu'on utilise tous les jours, bien sûr, sans s'en rendre compte. Bah après, si on se base sur, par exemple, si on prend les intelligences qu'on détermine sur les gamins, par exemple, on dit que pour certains, ils ont des problèmes de lecture, problèmes de logico-mathématiques, etc. Donc on classifie les difficultés, donc généralement les intelligences sont en liaison avec ces difficultés-là. Tout ce qui est intelligence de spatialisation, tout ce qui est visuel, c'est la etc. deuxième. T'as tout ce qui est mathématiques et logique. Ouais, c'est la T'as tout première. ce qui est communication, le verbe, etc. Ouais, l'interpersonnel, le social, ouais. Puis après, Non, verbo-linguistique, le verbe, t'as raison. je vais laisser un peu les autres aussi en rajouter s'ils ont quelques idées. Je sais pas s'il y a de la créative ou. Bah oui, la créativité, c'est musical, rythmique, tout à fait. Il y a aussi la sensibilité. C'est tout ce qui est, ouais. Quand tu parles de sensibilité, c'est peut-être ce qu'on peut associer à tout ce qui est relations sociales, ce genre de choses. Ouais, ou la sensibilité physique avec le corporel kinesthésique. Il y a également l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité, la faculté à pouvoir se former une représentation de soi-même et comprendre ses propres émotions. Créativité, on a dit intelligence musicale rythmique. Il y a également intelligence naturaliste et écologiste. C'est la capacité à reconnaître. On a rajouté là. C'est dans les 9 qui existent que j'ai repéré sur un site. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que c'est des compétences ou est-ce que c'est des intelligences? C'est aussi des formes d'intelligence. Après, on a des intelligences qui sont plus développées que d'autres, et je pense que c'est lié à la fois à ses capacités innées, mais aussi acquises et dans l'environnement dans lequel on se déplace. Et l'intelligence donc naturaliste, écologiste, ça là, c'est concerne la capacité à reconnaître et classer la faune, la flore et le monde minéral. Donc, par exemple, les zoologistes ou les botanistes sont très sujets à utiliser, à exploiter cette intelligence. Et il y a aussi l'intelligence existentielle. C'est celle qui consiste à se questionner sur le sens de l'origine des choses. Juste pour revenir sur la reconnaissance des plantes et de la faune et des choses comme ça, en fait, ça existe parce que je travaille dans le dessin, donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les silhouettes. Et un des principes, en fait, c'est qu'on est capable de reconnaître des éléments à partir de leur silhouette. En fait, c'est assez instinctif. En gros, on voit un objet de très loin, juste une silhouette, on est capable de savoir ce que c'est. Si c'est un lion, une tigre ou un danger, en fait, c'est quelque chose d'assez primaire. En fait, ça existe depuis longtemps. En fait, c'est quelque chose que je pense que il y a un lien en fait entre les deux. C'est comme les animaux qui savent quoi manger, hein, où ils arrivent à reconnaître ce qui est bon ou pas bon pour eux. Donc, c'est une forme d'intelligence exploitée. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'instinct est une forme d'intelligence? Ça dépend de quoi est fait l'instinct. Comment tu considères l'instinct? Il y a une transmission génétique, j'imagine, ou par l'ADN pour les dangers. Il y en a qui associent l'instinct et l'intuition de manière assez rapprochée. Si on parle d'intelligence, là, tu parles d'instinct, Marien. Si c'est une compétence exploitable et utile, l'instinct en fait partie quand, effectivement, il y a quelques années ou n'importe où, c'est quelque chose, effectivement, primordial. Donc, ça pourrait être catégorisé dans cet esprit-là. Vous parliez de tout ce qui est nature, etc. On en revient un peu au même. C'est-à-dire que si c'est quelque chose nécessaire pour toi pour vivre, cette compétence de reconnaissance peut être caractérisée, pourquoi pas, d'intelligence. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Après, ça reste des considérations humaines qui ont tendance à vouloir classifier, mettre dans des cases
pour pouvoir s'y retrouver, avoir des points de repère. Hein, ça fait pas tout. Non, je disais, je pense qu'au fur et à mesure des années où tu regardes un peu la classification des intelligences, alors moi, j'avais pas forcément tout ce qui est nature, etc. en tête, mais d'ici 10 ans, on en reparle. Je pense qu'ils nous auront rajouté une vingtaine d'intelligences supplémentaires. C'est possible, c'est possible. Après, c'est rediviser peut-être certains domaines, prendre des choses plus précises. Ouais, c'est ce qui se passe souvent pour expliquer un peu le comportement humain. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé. Après, ça reste des théories. Hein. Encore une fois, l'idée c'est pas forcément de regarder dans les cases, mais penser un peu out the box. Alors justement, là, ce qu'on vient de décrire, c'est ce qui touche, on va dire, à l'intelligence organique, tout ce qui est vivant. Qu'est-ce que vous pourriez, comment on qualifierait l'intelligence artificielle? Et là, je pense que professeur Julien va pouvoir nous en parler un peu plus. À la limite, je préférerais que quelqu'un d'autre en parle d'abord, et puis si j'ai encore des trucs à dire derrière. Parce que j'ai pas mal de trucs à dire dessus, donc je préférerais que quelqu'un à la limite commence, peut-être. Ouais. Ça vous évoque quoi, les gars? Salah? Alors pour ma part, en fait, il y a souvent on parle d'intelligence artificielle, mais il y en a de toutes sortes. Il y a des fois juste un programme, les gens vont penser que c'est une intelligence artificielle alors que c'est juste c'est juste des algorithmes. En gros, c'est qui vont c'est le cas en fait dans tous les cas. De toute façon, c'est toujours ça fonctionne toujours de cette manière-là. Mais en gros, c'est souvent du code. C'est une réponse, c'est des réponses logiques, hein, une entrée, une sortie, quoi. Donc, et c'est plus ou moins évolué en fonction des outils. Un arbre décisionnel, tu veux dire un peu? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ou c'est plutôt comme ça. Donc après, avec aujourd'hui, ça commence à devenir beaucoup plus impressionnant ce que ça a été, mais de l'IA, on a à peu près partout, quoi. Sur tes smartphones qui font pas grand chose, ils font pas des choses extraordinaires. En gros, en fait, l'IA, ça peut aller en fait du simple programme qui va optimiser tes tâches, par exemple, par priorité, qui va te remettre ça tout simplement, à quelque chose qui va prendre des rendez-vous pour toi au resto ou voire à même tenir des conversations. Voilà, voilà. Et toi, Maria, qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de comment tu imagines l'IA? Eh ben, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu me faire comme idée, en gros, que l'intelligence se base sur des algorithmes créés à partir de l'expérience et de la connaissance des créateurs de cette intelligence. C'est-à-dire que tous les calculs, tout va se baser sur des calculs de statistiques et des modes rationnels. Voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours très très vaste quand on parle d'intelligence, hein, comme tu as pu le dire tout à l'heure. On a pu évoquer les différents types d'intelligence. C'est en même temps très difficile de parler d'intelligence sans évoquer l'organique et l'artificiel, et en même temps ils sont quand même très 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 différents, difficile de les comparer tellement leur domaine d'application est différent, quoi. Est-ce que en fin de compte, ce qui va différencier l'organique de l'artificiel, c'est tout simplement la dimension émotionnelle? Exactement, dimension émotionnelle. Je crois que c'est Albert Einstein qui a parlé aussi de sagesse en disant que l'homme intelligent savait résoudre un problème que l'homme sage avait su éviter. Et en fait, toute cette question de sagesse est aussi très liée avec les émotions. Le fait de ressentir les choses et d'être capable de dire ce truc-là, je le sens pas, je vais l'éviter, et puis voilà. Bah, quand vous parlez d'émotion, je suis pas persuadé du truc parce que en gros, une IA peut te faire croire qu'elle a des émotions. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que notre vision en fait de se dire que l'IA au fait peut jouer là-dessus. En fait, elle est capable en fait de les prévoir et elle sera même capable éventuellement en fait d'en avoir elle-même en fait, parce qu'elle va les simuler, quoi. Parce qu'elle apprend, elle est apprenante. Quand c'est une IA apprenante, en fait, en gros, elle va être capable de comprendre les mécanismes sous-jacents chez nous, en fait, qui font qu'on a des émotions, qu'on réagit d'une certaine manière, et que nous de notre côté, on voit pas ça comme parce que nous finalement, nous ne restons que des signaux, finalement, des signaux électriques qui se baladent un peu partout dans le cerveau et on est au final, on ne reste plus qu'un programme en réalité. Enfin, un peu complexe. On voudrait être autre chose, on voudrait être quelque chose de bien supérieur avec une âme et tout ça, tout le tralala.
mais je pense elles sont capables de déceler ces mécanismes-là sous-jacents et de le resimuler, de le ressortir. Bah, pour répondre, tu parles de la capacité de l'intelligence artificielle à reproduire des émotions, hein, c'est bien ça? Reproduire, mais au final, ce sera juste qu'une enveloppe physique, une image de l'émotion, mais rien de plus. Enfin, comment dire, pour imaginer ça, pour imager, prenons le rire par exemple. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le rire. Qu'est-ce qui fait que la personne va se mettre à rire quand elle voit quelque chose? C'est en fait, c'est une réponse neurologique. En fait, c'est la transmission d'une information. Et lorsque le cerveau la détecte, si cette information est incompatible avec la logique, le cerveau va réinterpréter l'information d'une manière détournée de la logique, et c'est ce qui va provoquer en fait le rire. Donc, si on en résume, en gros, c'est l'information logique qui va dans le sens contraire de l'information reçue. Si on fait ça sur un système artificiel, c'est block-out. Il n'y a pas de rire. C'est veuillez quitter le système, redémarrer l'opération, etc. Ouais, mais tu vois, pour en faire encore plus simple dans la mesure, pour parler des émotions, l'intelligence artificielle à ce jour, après je suis pas non plus un expert, l'intelligence artificielle à ce jour a la capacité de comprendre une émotion, mais pas de la ressentir. Si, par exemple, vous avez peur, et vous avez 3 possibilités d'action, c'est un message que vous délivre votre corps, vous devez soit vous allez rester prostré, soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir ressentir ça? Non. Elle va pouvoir éventuellement analyser s'il y a un danger, mais il n'y aura pas la sensation physique qui va rejaillir. Et sur ce que tu disais, Mehdi, j'ai perdu le fil. Tu disais que les émotions provoquer impliquer une réaction, une action en réponse à ce qui est oui, ressenti. effectivement, ouais, tu parlais justement de la panique, de le fait de bloquer sur des situations qu'une IA ne pourrait pas connaître. Oui, effectivement, ça peut être une situation un peu complexe, mais le souci de l'IA, c'est qu'elle peut ne pas avoir conscience au fait de sa finitude physique. Ouais, elle peut l'avoir aussi. Donc nous, c'est ça aussi qui nous bloque, qui va vachement amener beaucoup de choses, c'est que les dégâts matériaux, en fait, on les ressent, quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'en gros, quand elles seront bien autonomes et qu'elles auront peut-être bloqué dans un corps, elles auront ça. Et ça se trouve, elles l'auront jamais parce qu'elles sont toujours sur des serveurs, des machins. Donc... Je pense que la partie émotionnelle, sensation, etc., ou la partie aspect du corps ou enfermement que pourrait ressentir ou avoir une IA, je pense qu'on arrivera à faire des trucs incroyables dans les années à venir. Donc il y a des IA qui resteront toujours du software, donc du logiciel. Tu as des IA qui seront pushées dans l'industriel, dans du robot, indus, peu importe le truc, dans des voitures ou dans tout ce qu'on veut. Déjà, à la base, on parle d'IA. Pour moi, la plupart des trucs qu'on entend, j'en entends quasiment tous les jours parler à la radio, sur du YouTube, du machin. Les gens parlent d'IA sans savoir vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme tu disais, Sarah, tout à l'heure, globalement, ce sont des algorithmes, donc c'est des choses qui ont sur une base de programmation. Donc les trucs les plus simples, c'est l'art décisionnel que tu disais, Mehdi, tout à l'heure. Je crois que c'est le terme que tu avais utilisé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc effectivement, ça, c'est les algorithmes les plus simples, c'est un peu les supports en ligne, les chats en ligne, etc. Après, comme tu disais, Marien, il y a plein d'autres techniques après d'apprentissage, tout ce qui est apprentissage profond, etc. On va pas rentrer dans le détail, on s'en fiche. Le deep learning, c'est ça? Ouais, enfin, machine learning, deep learning, c'est vraiment des méthodes. Il y a plein de choses sur Internet qui en parlent. Il y a encore d'autres trucs derrière. Par exemple, quand vous êtes en train de saisir vos captchas sur Internet, vous donnez à Google la capacité à reconnaître les passages piétons, les feux tricolores, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de masse, ce genre de choses. Un truc tout con, on parlait d'IA. Tout à l'heure, tu parlais de création et autres. Ça là, un truc tout bête. Si tu prends des photos sur ton téléphone, que tu les gardes stockées sur ton téléphone, tu peux pas faire une recherche thématique. Si tu synchronises ton téléphone, ton Google Phone ou tout ce que tu veux, tu synchronises ça avec le dépôt de tes photos sur Internet. Si tu utilises l'application photo après de ton téléphone, donc l'application qui va consulter les photos dans le cloud, sur ces mêmes photos,
tu pourras faire des recherches de chiens, de chats, de tontons, de tata, etc. Parce que les photos ne seront pas sur ton téléphone, mais dans le cloud, avec l'intelligence, donc la fameuse IA de Google, qui est capable de reconnaître tes images. Donc c'est vraiment tout ça, c'est contextuel. Et aujourd'hui, l'intelligence vraiment artificielle telle qu'on l'utilise, ce sont des algorithmes poussés avec des capacités d'apprentissage ou des mécaniques de calcul statistique, ce que disait Marianne tout à l'heure, qui offrent des décisions ou des propositions de décision à l'humain pour l'instant. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais après, c'est vraiment, enfin, il y a différents courants de pensée et c'est que des visions que l'on explique là, que l'on présente. Et avec les progrès techniques qu'il va y avoir dans le futur, qui sait où est-ce qu'on va pouvoir aller et comment on va percevoir les choses. Mais il y a des apprentissages qui sont par ordre décisionnel, on va dire qui sont par séquence, et il y a des apprentissages qui sont faits par lui-même, en fait, un peu comme un enfant où on va le confronter à des situations avec des résultats, etc. Et quand on parle d'intelligence d'ordre décisionnel, on peut penser à l'ordinateur IBM qui a battu Kasparov dans les années 80 ou 90. Comment il s'appelait? Deep Blue, je crois qu'il s'appelait, et qui a réussi à battre grâce à la séquence. Maintenant, c'est comment apprendre le raisonnement humain et qui est fait par un apprentissage non cadré, out the box. Après, la limitation des IA aujourd'hui, enfin des algorithmes ou des IA, c'est qu'un gamin, ok, il apprend moins vite, il fait les choses moins vite qu'une IA, mais une IA est très contextualisée. En dehors de quelques cas assez spécifiques où je crois des ordinateurs et des IA de jeu ont permis après de reconnaître ont été utilisés dans des analyses de clichés radiographiques pour le cancer ou des trucs comme ça. Mais une IA, quand elle est prévue pour faire ça, même si elle est super puissante dans son truc, pour la faire décaler de 2 mètres à côté pour faire autre chose, c'est zéro. Faut développer autre chose. C'est ça. Alors que l'humain aujourd'hui est la plus formidable des intelligences. En théorie. Oui, après on n'est pas rapide. Mais je veux dire, on peut s'adapter de manière extraordinaire. On dit bien, des fois, il faut reprogrammer son cerveau. Il y a des bouquins qui sortent là-dessus, etc. Ça reste un petit peu le jeu côté artificiel. On voit qu'il y a quand même différentes formes d'intelligence entre l'organique et côté émotionnel, émotivité qui ont pu s'ajouter, et le côté plus mécanique, plus artificiel pour le coup. Mais quand on combine les deux intelligences, est-ce qu'on peut se dire que finalement Schwarzenegger, le T-800, le Terminator originel, peut être considéré comme intelligent? Alors peut-on poser la question à l'envers? En tout cas, il fait sa mission. Son rôle, c'est de protéger, il protège. Après, il obéit aux ordres. Est-ce que c'est une intelligence? Peut-être que l'intelligence, c'est la façon de mettre en œuvre cette protection. Donc la faculté de s'adapter, au fur et à mesure, il évolue dans ces différentes méthodes de protection du ptio. De John, c'est ça, je crois. Ouais, John Connor. La question, c'est, on peut s'appuyer sur les différentes formes d'intelligence, mais avant de s'y appuyer, c'est est-ce que au long du film, il apprend? J'ai une meilleure question. Vas-y. Est-ce que Arnold Schwarzenegger a l'intelligence? Son expressivité c'est assez fou en fait. Le personnage, l'acteur en lui-même, en fait, c'est un marbre, tu vois. C'est un truc, quand tu le vois, tu te dis c'est assez ouf. Il colle complètement en fait au robot. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais répondre à la question ou pas, je sais plus. Mais allez-y, je vous laisse la suite. Le mec, il nous a mis en galère. Alors là, on est tout out. On sait plus. Là, on est tous en train de faire. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était quoi la question déjà? Il avait une meilleure question, je crois. Et là, tu fais Millie où là? Yes. Et le mec, il dit ah non, moi j'ai jamais touché à la bœuf. Non. On va dire que c'est à cause du boulot. Non mais il faut les laisser cette question. Magique. Non, en vrai, est-ce que le Terminator, pour revenir à la question originale, est-ce qu'on peut considérer que le Terminator est est intelligent? Alors déjà, il y a des moments dans le film où il apprend. Est-ce que vous vous rappelez les moments où il apprend, où il cultive John Connor notamment lui enseigne certaines choses. De ne pas tuer, par exemple. Mais là, il obéit aux ordres. Donc, est-ce que c'est apprendre?
Ça fait partie de la programmation, on va dire. Une reprogrammation du système du Terminator et pas de sa mission, mais en tout cas de tout ce qui va lui permettre d'aboutir à sa mission. Quand on voit, c'est la scène que j'ai bien aimée, hein, à partir du moment où John Connor lui dit interdit de tuer, ça se fait pas, on n'a pas le droit. Et 5 minutes après, il flingue un mec, il dit j'ai visé les genoux, c'est bon, il survivra. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intelligent dans le film, vraiment de marquer cet apprentissage en notant bien toujours que ça reste un Terminator, son objectif, sa mission, c'est le principal, peu importe les solutions qu'il trouvera. Et donc ouais, une forme d'apprentissage, mais qui reste très mécanique. Je vais pas dire radical, mais ouais, très mécanique, c'est ça, exactement. Alors, je suis pas forcément d'accord, parce que dans le film, à un moment donné, il y a John Connor qui lui demande quand même s'il est en mesure d'apprendre. Et Schwarzenegger, à ce moment-là, il lui répond que plus il a de contact avec les humains, plus il apprend. De la même manière qu'un humain, plus il a de contact d'interaction sociale, plus il va apprendre. On peut voir ça notamment dans l'intelligence, on va dire, du vocabulaire, dans la linguistique. Il apprend à jurer pour être cool. C'est là où il apprend le hasta la vista, baby. Il y avait pas un sac à merde ou un truc comme ça à un moment voilà. donné, quelque chose comme ça. Fais pas chier, sac à merde, je crois que c'était. Mais alors du coup, ça veut dire qu'apprendre égale intelligence. Parce que la question était basée sur l'intelligence. Alors, il apprend. Donc apprendre, c'est une forme d'intelligence. Et en l'occurrence, il apprend une compétence de l'intelligence verbo-linguistique. Est-ce que, par exemple, dans l'intelligence logico-mathématique, c'est un programme qui analyse tout, on va pas dire ça, on va pas se baser là-dessus. Il le sait le faire, donc c'est validé. Est-ce qu'il a l'intelligence spatiale pour se représenter mentalement dans l'espace, vu comment il shoot bien et vu comment il conduit bien les bécanes, on peut dire. Et en plus, il sait conduire de nuit, donc ça c'est bien. Sans phare. Sans phare, sans rien. Exactement. L'intelligence interpersonnelle ou sociale, est-ce que il a cette intelligence qui lui permet de bien vivre en communauté? Suffisamment, puisque Sarah Connor dit que ça deviendra que c'est le père idéal. Exactement, tout à fait. Le verbo-linguistique, on l'a fait. L'intelligence intrapersonnelle, est-ce qu'il a une faculté de se représenter soi-même et de ressentir ses émotions pour maîtriser et donner un sens à ses comportements? Pour la partie émotionnelle, moi j'ai vu un truc. Je crois qu'on en avait parlé. Et c'est la seule fois où je l'ai vu, où je l'ai vu comme ça. Ça me fait rire d'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le film, ils vont dans le désert je vais dire une connerie, du Nevada, parce qu'ils ont besoin de choper des armes. Et là, t'as Sarah Connor qui a une cache d'armes. Elle a un pote mexicain ou je sais pas quoi, qui soulève une grosse bâche sous terre. Et puis il y a des armes pas possibles. T'as une grosse mitraillette monstrueuse. Et là, t'as Schwarzy qui trouve la mitraillette. Il montre rien visiblement, il la voit, il la prend dans les mains, il regarde John lui dit celle-là elle a été faite pour toi, il le regarde encore, et là t'as Schwarzy, le robot, qui sourit. On lui donne l'arme, il prend l'arme et il sourit. Donc ça, sur le principe, pour un robot, est-ce que c'est programmé ou est-ce que c'est une intelligence émotionnelle? Je ne sais pas, mais ça m'a fait bizarre, je trouvais ça marrant. Alors, je sais pas quelle version du film tu as vu. Est-ce que tu as vu un passage où John Connor et le Terminator échangent justement sur le sujet du sourire. Il me semble que c'est une scène qui a été coupée du film à la fin. Du film final, où justement John Connor explique l'intérêt du sourire et il fait des exercices justement au Terminator pour sourire. Donc c'est une scène qui est assez rigolote parce que tu essayes d'imaginer un robot faire un sourire sans comprendre vraiment l'intérêt, donc qui au début ouvre juste la bouche, monte les dents, puis finalement écarte. Donc le pauvre Schwarzenegger, il arrive à prendre une gueule qui est pas forcément vraiment à son avantage, mais peut-être pour ça qu'ils ont viré la scène, j'en sais rien. Et suite à ça, la scène avec le super gun arrive. Donc, je pense que c'est ce qu'il explique depuis le début dans le film, que comme tu le disais tout à l'heure, au contact des humains, il est sans arrêt dans l'apprentissage, et notamment de John Connor, qui lui explique justement toutes ses émotions, notamment le sourire. Et j'ai eu l'impression aussi à un moment donné, dans le début du film, quand John Connor pleure,
il a l'air triste. Alors après, c'est une interprétation de cinéma, bien évidemment. Et même si on joue le rôle d'un robot, on peut pas être complètement détaché. Mais en tout cas, la personnification qu'a rendu Arnold Schwarzenegger sur le robot laisse à penser qu'il est doué d'émotions. Notamment même à la fin, quand il décide de mettre fin à sa vie. Oui, contre les ordres de John. John lui dit non, non, tu restes là. Exactement. Et lui, il dit globalement, non, je m'en fous, je vais me cramer dans Je la dois forêt. m'auto-terminer. Donc là, il obéit pas à son maître, sur le principe. Non, à son maître. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est là justement que c'est intéressant, parce que sa mission en soi est terminée. Il a protégé John Connor du T-1000. Et donc, il n'a plus de raison d'être. Il pourrait vaguer à ses occupations, aller s'amuser, enfin je sais pas quoi faire, mais peu importe. Et sa réflexion justement, c'est de détruire la puce, détruire tout ce qui reste des robots de Skynet, pour éviter qu'arrive l'holocauste nucléaire et donc la fin probable de l'humanité. Donc il y a oui, effectivement, il y a un semblant d'émotion qui arrive et qui amène un jugement et une forme de sagesse qui fait qu'il va dépasser sa mission et aller au-delà encore pour sauver l'humanité. Ou c'est une hiérarchisation aussi des ordres, et peut-être des ordres cachés qui sont pas dévoilés à John Connor. Peut-être aussi, oui, peut-être. Ça peut être ça. Donc, verdict, on a donné quelques formes d'intelligence. On va pas parler de l'intelligence musique et rythmique. L'intrapersonnel, on vient de le voir, hein, il se questionne sur lui-même. Bon, l'intelligence naturaliste écologiste, on va l'oublier pour le Terminator. Et l'existentielle, l'origine des choses, ça, je pense pas qu'on ait l'occasion de pouvoir en parler. Mais si on regarde toutes ces composantes, est-ce qu'on peut dire que maintenant, le Terminator est intelligent? On va dire qu'il y a quelque chose quand même, un petit peu. Il y a quelque chose. Alors, l'intelligence artificielle, ça touche pas seulement le Terminator, c'est pas uniquement ça, ça touche plusieurs domaines du quotidien et des domaines qui nous sont quand même assez inconnus. Dans les domaines inconnus, on peut parler de la guerre. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans malheureusement la guerre qui est encore bien présente aujourd'hui? Moi, j'ai un exemple qui me semble pas très vieux. C'est au travers de l'usage de l'IA, cette fois-ci sur des équipements armés. Alors j'avais lu une info, c'était sur TV5 Monde, où c'était des drones, donc des drones volants. Et je crois que c'était les Turcs qui avaient mis ça en place, qui a pris la décision de tirer. Le drone en autonome a pris la décision de tirer et de faire un mort. Il était programmé pour, hein, mais les différentes variables qu'il a captées ont dit ok, celui-là je tire tout seul. Il n'y avait pas un humain derrière pour dire je tire. Comme la plupart des drones, en fait, tu les bouges et puis tu as quelqu'un derrière qui appuie sur un bouton visant la cible. Et là, a priori, c'était pas le cas. Donc vous retrouvez ça. C'était sur un rapport de l'ONU qui parlait de ça, et vous retrouvez ça assez facilement, et l'article, on pourra le mettre éventuellement en description s'il y en a qui sont intéressés. Et je trouve que c'est un pas significatif sur ce décisionnel autonome, dans le contexte de la guerre, qui pour moi me fait peur. Ça fait flipper, oui. Ah oui. Bah, Terminator, on est dedans, quoi. Ouais, sauf que celui-là, il vole en plus. Bah, il y En avait... plus, ouais. Je l'avais vu ce truc-là, c'était assez flippant quand c'était sorti, et à peu près à la même période, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait c'était un peu fictionnel, hein, c'était une projection en fait en gros sur des drones, mais ce qui est complètement faisable aujourd'hui. C'était, au lieu d'avoir des gros drones, c'est des drones tueurs, mais En essaim. En essaim. Ouais. Et c'était assez fou, c'était complètement fou, et du coup en gros en fait ça vient percuter sa victime au niveau du crâne, et t'as une forme de balle, en fait. Et du coup, ça vole en essaim, et ça peut faire des ravages, ce genre de choses. J'avais vu pour soit des micro-balles, soit le drone, c'est dedans des micro-drones kamikazes, en fait. C'est ça. Qui, au contact, explosent, en fait. Et techniquement, c'est largement faisable aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça. Je sais plus si à l'époque je vous avais partagé ça. Moi, je me rappelais des espèces de drones qui jouent au ping-pong, qui jouent avec des balles,
qui échangeaient. C'était assez fou déjà. Et puis Ils perdent jamais. ouais, c'était assez fou en fait leur capacité de synchronisation de mouvement et toutes leurs possibilités de réaction par rapport à leur environnement. Donc du coup, aujourd'hui, il y a franchement pas de limite en termes d'armement là-dessus. Hein. Donc on peut utiliser, en plus l'IA, on peut utiliser pour plein de choses parce que là, c'est des devices en fait qui vont aller tuer, mais tu peux utiliser pour de l'analyse d'images. En gros, quand tu as de l'analyse satellite ou des choses comme ça, tu peux utiliser pour reconnaître des véhicules, des hommes en armes. Tu peux faire plein de choses, quoi. Des personnes, ce genre de choses. Manquerait Ouais. plus que ces drones là, ces petits drones, ces micro-drones. Le jour où une bonne partie de la population se sera glissé une petite puce intra au niveau du cou, parce que ça a déjà commencé à quelques endroits, c'est déjà proposé, de façon à faciliter les paiements ou de rentrer dans des bâtiments, des trucs comme ça. Il y en a certains déjà qui se mettent des petites puces RFID ou des équivalents sous la peau. Alors qu'est-ce qui dit que, allez, on pousse un petit peu plus loin, que ton drone, avec un système de détection un peu plus à grande distance, pourrait pas cibler la puce RFID avec le numéro de série, numéro autant qui correspond à telle personne. Donc l'avenir de la guerre propre qui fera pas de dégâts nucléaires, ce sera ça. Mais espérons que ça rentrera peut-être dans les crimes de guerre ou l'utilisation d'armes Ouais, ça rentrera, mais de toute façon, antipersonnelles. Mais c'est particulièrement inquiétant. Bon, admettons, les armes avec intelligence artificielle nous blessent, nous font du mal. Est-ce que l'intelligence artificielle dans le domaine médical va pouvoir quelque chose pour nous sauver? On en a abordé un tout petit peu tout à l'heure. Ils ont fait bouffer, je sais pas combien de milliers de clichés radiographiques à des ordinateurs, avec l'analyse qui allait derrière de mémoire, c'est-à-dire qu'ils montaient un cliché, ils indiquaient à l'ordinateur, on va l'appeler l'IA, qu'à tel endroit il y avait telle maladie, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'après avoir bouffé des milliers et des milliers de clichés d'analyse, des IA médicales ont vu le jour et étaient capables à détecter à plus de 90 et quelques % sur des clichés, sur l'ensemble de tous les clichés qui pouvaient arriver, des prémices en fait de cancer ou de maladies comme ça. Chose que des humains normaux ne sont pas capables d'analyser, sauf après 30 ans d'expérience en oncologie ou des choses comme ça. Donc par rapport à ça, ça promet des choses extraordinaires. Ouais, mais pour l'instant, dans l'apprentissage, c'est toujours soumis, ces clichés-là. En fait, la validation est toujours soumise à l'humain qui, par sa capacité justement à contextualiser, ce que ne peut pas faire l'IA qui est cadré dans un fonctionnement bien spécifique, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a toujours le contrôle humain derrière aujourd'hui pour spécifier le résultat et pour indiquer, pour pouvoir permettre à l'IA d'apprendre de ses erreurs et des Oui, petites nuances. parce qu'elle n'a pas d'interface en fait naturelle pour elle de capter de la donnée. La Ouais, seule c'est ça. manière de capter la donnée, c'est qu'on lui la donne à manger. C'est-à-dire que d'elle-même, elle va pas aller voir un patient. C'est Donc ça. aujourd'hui, C'est on ça. a a priori que ces moyens-là. il y a justement en fait là-dessus, il y a une société qui est en train de développer ça. C'est à partir de photos, justement de toi, en fait, détecter éventuellement des maladies que tu pourrais avoir juste à partir de photos. C'est assez fou, quoi. C'est pas vraiment des données, c'est pas des radios, des choses comme ça. Juste, tu te prends en photo sur ton smartphone et l'idée, c'est d'essayer de détecter différentes sortes de maladies, ce qui va être assez fou. Et peut-être que demain, en fait, il y aura des caméras et puis ça détectera ceux qui sont malades. Donc, ça va être pas mal. Mais ce La qui est petite minute complotiste. bah oui, il fallait y aller, hein. Fallait y aller. Non, mais ce qui est intéressant, c'est assez marrant parce que tu vois bien que là, on a parlé de médical où il y a une contextualisation justement qui est faite par des humains qui vont intervenir là-dessus, alors que sur le militaire, c'est un peu plus compliqué, quoi. On voit bien là que c'est quand ça prend tout seul sa décision, il y a plus donc du coup, il suffit qu'un gamin ait un jouet en plastique qui puisse confondre avec un jouet, voilà, ça va être pas mal, hein. Ça promet en fait tout ce qui est application à la guerre, ça va être sympa. On va peut mettre un peu de joie quand même, parce que là on dépeint, on a dépeint le côté militaire, c'est vrai que c'est très inquiétant. L'IA va pouvoir contribuer à Pour le médical, c'est accompagner cool, hein. le domaine médical justement.
Mais pour mettre un peu de joie, il y a aussi l'IA qui est active au niveau loisir, au niveau créatif. Et je sais que là, il y a des gens qui sont créatifs ici qui vont peut-être pouvoir nous éclairer sur le domaine applicatif. Yes, Allez, je m'y colle, allez, Stella, mais vas-y. je m'y colle, mais par contre, ça va pas être forcément joyeux parce que d'un côté, l'IA médicale, non, mais attends, ça c'est marrant. Ah, mais le complotiste, Peter. Non, mais c'est pas complotiste. Mais non, attends. Moi, maintenant, avant qu'il parle, je veux le générique. Maintenant. Mais non, c'est pas du tout complotiste. Non, j'y allais pas du tout. Sincèrement, pour une fois, vous avez devancé un peu le truc, mais juste sur ce qui est médical, il faut se rendre compte que ça va mettre au chômage pas mal de gens. Donc c'est aussi ça l'idée. C'est pas totalement joyeux au fait. C'est-à-dire qu'en gros, et de même que pour l'artistique, parce que quand on parle d'artistique, en fait, en gros, bon après, aujourd'hui tout le monde se dit non, c'est pas possible. Moi j'y crois un petit peu parce que là ça va être une redite, mais je parlais tout à l'heure en fait d'outils aujourd'hui au fait qui te permettent de faire des dessins ou voir des tableaux quoi, quasiment. Bien sûr ces éléments-là ils ont besoin d'apprentissage, ils ont besoin de tourner un petit peu de learning et puis surtout copier énormément de choses qui ont existé. C'est ce qu'on fait au fait de nous de façon naturelle, qu'on met beaucoup de temps à intégrer. Mais au fait ça promet, au fait les résultats sont vraiment assez impressionnants. Et du coup se pose la question de la mise au chômage des artistes. Moi qu'est-ce que je fais derrière en fait? Donc ces IA viendront en fait à ma place faire des dessins. Donc du coup je me pose pas mal de questions. Quand on le fera de la musique aussi, qu'est-ce que je vais faire derrière? Après après c'est pas grave en fait. Si elles prennent mon boulot et qu'on me donne une allocation, ça me va. Mais si elles me prennent un boulot et que j'ai pas d'alloc, non mais c'est vrai. Si la technologie, et c'est ça le souci, c'est qu'en fait on a toujours l'impression que les technologies nous libèrent. Et c'est assez marrant de voir certains économistes comme Keynes qui disaient que le travail n'existerait plus grâce au progrès, des choses comme ça. Et du coup, c'est assez drôle de voir qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, à chaque fois, on a eu de nouvelles technologies, mais qui nous ont pas libérés plus que ça. Ça a mis du monde au chômage, l'informatisation. Et ça va être pareil. En fait, pour le médical, ça mettra du monde au chômage. Pour les loisirs, pour ce qui est créatif, ça mettra du monde au chômage. Après, espérant qu'à un moment donné, on va se dire, allez, on va peut-être faire quelque chose pour ces gens-là. Mais mais c'est cool, hein. Moi, je trouve ça assez amusant de voir des IA tourner. Ça peut être un super outil pour d'aide pour les artistes, hein. Pour l'instant, ça ne peut être que ça. Mais le futur, je pense que il va être sympa. Il va être très sympa. Je te rejoins sur ce que tu es en train de dire sur la partie aide. Que ce soit de l'aide aux artistes, aide aux médecins pour l'analyse, aide pour ceci, pour cela, aide même pour les agriculteurs, parce que maintenant, tu as des tracteurs autonomes, tu n'as même plus besoin de les conduire aux États-Unis. Par contre, il y a des métiers qui vont disparaître, mais je pense que l'arrivée, si tu parlais du médical, ça va donner plus de temps peut-être aux humains de s'occuper des humains, et tout en virant et facilitant l'accès à l'analyse rapide. Parce que des fois, toi, tu as besoin de passer un scanner, passer un machin, tu vas attendre 6 mois, tu vas attendre je sais pas combien de temps. Je pense que ça pourra peut-être faciliter à terme, on va attendre un peu, mais un certain nombre d'accès là-dessus. Concernant l'aspect créatif, effectivement, donc là, depuis 1 an, tu as des algorithmes, c'est un petit peu encore pas tout à fait accessible à tout le monde pour tester toutes les IA là, qui te génèrent des trucs. T'en as certains, t'es obligé d'installer des trucs de fou sur ton PC. Si t'es pas informaticien ou passionné, t'y arriveras pas. D'autres, t'as juste à taper quelques mots dans un petit moteur de recherche. Mais résultat, pour l'instant que j'ai pu tester, c'est pas extraordinaire encore. Mais j'y vois un intérêt par rapport à ça. C'est que moi, par exemple, j'ai des idées pour faire des jeux de plateau. Allez, j'ai envie de créer un jeu de cartes physique, un jeu de société. Et jusqu'à présent, sachant que je suis assez exigeant et que je dessine pas assez bien, j'ai jamais créé mes cartes. Mais là, par exemple, je pourrais très bien me servir de l'IA pour je veux un elfe des bois à la façon de Van Gogh, il va me le sortir, je vais pouvoir créer mes personnages comme ça très rapidement. Et derrière, ne plus m'occuper de l'aspect créativité, mais vraiment me focaliser sur le truc. Par contre, je suis d'accord avec toi, ça, à terme, pas tout de suite, parce que pour l'instant, c'est bon. Voilà, on s'extasie pour l'instant du peu sur le principe en termes de rendu, mais l'idée qui arrive est révolutionnaire pour ce milieu-là. Et je pense qu'effectivement, vos boulots, toi qui es Cara Design ou d'autres choses comme ça
ça va, d'ici à 10 ans, bouleverser vos boulots. Vous serez peut-être plus que des opérateurs qui vont faire plus de code pour générer des dessins à terme. Out of question. Non, mais peut-être que le métier, malheureusement, pour ceux qui sont fans de dessin, ces métiers-là disparaîtront d'une certaine manière. C'est peut-être le cas, c'est peut-être ce qui risquera de se passer. Mais ton idée de jeu ne reverra jamais le jour parce qu'il y en aura une IA pour créer ton jeu. Et mieux que moi, ce que j'aurais pu faire. Voilà, donc du coup, même toi, ton projet, il va tomber à l'eau. Il y en a un qui lève la main. Oui, on va laisser Maria intervenir. Ouais, tout à fait. Alors, je voulais revenir déjà dans un premier temps sur ce que tu expliquais au niveau du secteur médical, le fait que l'intelligence artificielle prenne le pas sur certaines parties du travail de soignant, par exemple, et que du coup, ça laissera un peu plus de temps à l'humain pour l'humain. Espérons, ouais. Après, on n'est pas du tout dans cet esprit-là actuellement. Hein. On marche beaucoup, par exemple, à l'hôpital avec la tarification à l'activité. C'est-à-dire que en fait, chaque acte est codifié. Moi, c'est mon quotidien. Je codifie mes actes. Et à l'heure actuelle, tout ce qui est et pourtant, je suis infirmier en soins psychiatriques, mais tout ce qui est soins relationnels n'est pas codifié encore à l'heure actuelle. Donc il y a d'abord beaucoup de choses à changer avant qu'on puisse arriver à ce que tu expliquais et ce que j'espère arrivera un jour. On peut toujours être optimiste. Deuxième chose, c'était pour revenir un petit peu aussi sur le côté artistique. Dans votre métier, moi j'avais une petite question. L'intelligence artificielle, lorsqu'elle interagit directement avec c'est sur du dessin, enfin du schéma peut-être. Moi, de ce que j'ai testé, en fait, c'est comme un moteur de recherche Google. Tu tapes une phrase en français ou en anglais et elle te génère des résultats. Moi, ça, c'est ce que j'ai tapé moi. Dans certaines autres, en fait, tu es en mesure, par exemple, de rajouter des photos de toi. En plus, tu lui fais manger un peu de nouvelles informations. Il faut une vingtaine, trentaine de photos de toi. Et sur ça, sur les éléments en plus qu'elle t'a donné, tu fais une phrase, là, cette fois-ci, c'est en anglais. Et là, elle va enrichir sa façon de travailler avec les nouvelles sources que tu lui as données, et va pouvoir te personnaliser ton style, ton machin, par rapport à ce que tu lui auras rajouté comme paramètre. D'accord. Donc en fait, c'est une forme de copie de ce qui existe déjà avec une espèce de mélange pour créer, si on peut appeler ça créer, mais en tout cas faire un petit cocktail de tout ce qui est déjà recensé pour en faire une nouveauté, c'est ça? Oui, par exemple, tu viens et tu lui dis « Je veux un chat sur une table en mode tableau de Van Gogh ». Et voilà, elle connaît les chats, elle sait ce que c'est qu'une table, elle sait ce que c'est un chat sur une table, et elle connaît Van Gogh, donc elle va te faire un truc comme ça. Ok, d'accord. Je peux citer un nom, hein, tout simplement, parce qu'on n'a pas de problème de publicité ici. Celui que j'ai dernièrement utilisé, ça s'appelle Stable Diffusion. Je vous invite vraiment à la regarder. J'ai mis quelques images là sur notre Discord privé. C'est complètement fou. Hein. En termes de résultats, ça va très très loin. Donc du coup, tu peux te faire comme il disait pour ces jeux de rôle, il peut se faire des portraits, des choses comme ça. Et ça, c'est pas juste quelque chose. C'est pas juste un aide. Parfois, c'est même pas une aide. Hein, c'est que des fois, ça va te permettre au fait de faire directement ta petite illustration, ton petit truc pour fallait pas croquer la pomme. Tu vois, tu vas pouvoir faire des petits trucs. Tu vois, si t'as envie de faire une petite illu. Pour illustrer un sujet ou quelque chose comme ça, donc tu peux l'utiliser quoi. Mais plus largement, il y a des applications concrètes et réelles. Il y a un site qui s'appelle This Person Doesn't Exist. C'est un site qui va générer aléatoirement des visages en fonction d'un apprentissage de millions de photos. Et aujourd'hui, quand vous allez dessus, vous pouvez cliquer et générer à chaque fois un nouveau visage, mais cette personne n'existe pas sur Terre, c'est juste une imbrication de parties du visage pour faire quelqu'un un Frankenstein, mais bien réalisé finalement. Ouais, et c'est impressionnant si vous allez sur le truc, en termes de réalisme, c'est impressionnant celui-là. Bah justement, c'est utilisé notamment dans tout ce qui est social, ces créations de visages, notamment dans les réseaux sociaux, où de nombreux profils sont créés avec des visages artificiels qui sont générés par ce site internet.
Et de là, l'intelligence artificielle est également utilisée pour pouvoir amener à une tendance, soit par un biais qu'on appelle un biais cognitif, l'effet de halo, quand vous allez voir que des personnes ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a un YouTuber qui avait parlé de ça, c'était Psycho Quack. C'est un mec, il a 10 ou 20 millions d'abonnés, il en a plus que Mbappé, il en a plus que n'importe qui, et le mec, en fait, il a un taux d'engagement, c'est-à-dire le taux d'interaction avec ses publications qui sont extrêmement faibles. Il a acheté que des profils générés par une IA, qui a une photo ou deux, trois interactions et 2-3 likes, et ça peut complètement changer la perception qu'il y a d'une thématique, d'un objet, de la publicité, des opinions politiques, et ça peut être carrément dangereux parce que les plateformes essaient de les éliminer, mais le mal peut être vite fait en mettant en avant une publication à but haineux, raciste, sexiste, tout ce qu'on veut. Et on a déjà vu ça également avec l'intelligence artificielle de Google, qui avait mis en place un bot intelligent pour apprendre, et sur Twitter. Et au bout de quelques heures, c'était devenu un raciste, nazi, sexiste, haineux, tout ce qu'on peut. Ils ont dû débrancher ça immédiatement. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences même dans l'influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui le réseau d'information numéro 1 de la population, quoi qu'on en dise. Donc du coup, quand on pense à tout ça, avec tous ces domaines applicatifs de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est en mesure de dire que le Terminator, le T800, c'est une représentation ultime de l'IA maîtrisée? Est-ce que derrière l'intelligence artificielle, c'est pas un esclavagisme 2.0 qui se cache derrière tout ça? Ben, c'est pas. Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas plus différente des autres évolutions qu'on a eues, en gros. C'est tu vois, on le fait déjà au fait sans IA. Ben, on parlait juste d'informatisation. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, on a un processus où nous, à chaque fois, on optimise. En gros, avant, on avait besoin de plus de monde pour bosser sur certains chantiers ou faire certains travaux. On a ajouté des machines-outils, du pétrole, qui a remplacé du monde. Donc, du coup, moins besoin de monde pour exploiter une mine, par exemple. Donc, forcément, Elia, en fait, participe comme outil, en fait, de production dans cette évolution-là à chaque fois. Et donc, du coup, est-ce que ça là, dans ce cas-là, effectivement, la machine, elle remplacera toujours l'homme. L'IA remplacera l'homme dans plein de métiers, et pas pour leur laisser faire plus d'interactions, comme le pense le bien naïf Julien à côté, mais juste pour le remplacer, point, et optimiser les coûts. Donc, ça sera toujours un peu comme ça. Mais même dans le quotidien, on a de l'intelligence artificielle. C'est quand même une forme on veut en faire le moins possible, parce qu'aujourd'hui, on a les différents assistants personnels. C'est naturel, hein. Je dis pas que c'est un mal ou un bien, en fait, de faire ça. Mais on aime, nous tous dans le quotidien, l'homme il est feignant, en fait. Il aime bien optimiser ses processus. Il veut créer des choses, en fait, qui va lui faciliter la vie. On n'arrête pas d'en faire et on s'arrêtera jamais. Donc du coup, est-ce que là, de ce fait-là, les outils ont remplacé l'homme dans certains métiers, l'IA remplacera l'homme dans certains métiers. Voilà, ça y va tranquillement, en fait. Moi, je pense sincèrement qu'on y va. Sur des métiers techniques, sur des métiers relationnels, aussi. On n'y est pas tout à fait. Ah bah, je trouve qu'on beaucoup plus que tu ne crois. Ah ouais, tu l'as ne pas vu. Serait-ce que les algorithmes de Facebook, de Google, de TikTok et autres, ça reste. Si on va un peu plus loin, si on dit algorithme égale IA dès qu'elle est un peu développée, aujourd'hui, si tu te connectes sur YouTube, connecté avec ton compte et ton historique de navigation, et si tu te connectes en mode tu vas sur le site en mode déconnecté, tu verras que les propositions qui te sont faites sont complètement différentes, et que donc c'est un peu, je sais plus comment s'appelle ce process, où on a tendance à t'enfermer un petit peu toujours dans les choses que tu regardes, dans les choses que tu aimes, pareil pour les cours. La bulle informationnelle, je crois. Ce genre de choses. Je pense que l'IA globalement, c'est super intéressant en termes d'outils, ça rejoint un peu ce que tu disais, ça là.
Toi, Mehdi, tu parlais d'esclavage. Alors, si c'est un outil, l'IA, il n'y a pas d'esclavage. Enfin, dans ma conception. Si par contre on dit que l'outil, au travers d'une intelligence autonome, peut-être d'un robot avec une intelligence autonome, puisque au Japon, par exemple, ils ont plein de vieux, ils veulent faire des robots assistants. Alors, est-ce qu'on considère que c'est une IA ou c'est juste un robot fonctionnel? Je ne sais pas. T'as la PDG assistante aussi, la PDG qui en Chine qui prend des décisions et qui licencie les gens. C'est sorti il y a 3 semaines, ça à peu près. Ouais, Oui, je sais pas, ils ont mais- élu une IA PDG d'une grosse société. Ouais. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, pour autant, je suis super intéressé par le domaine de l'IA, mais travaillant moi-même dans la tech est m'y intéressant, je sais ce que l'homme a tendance à faire avec les choses comme ça, que ce soit la techno. On peut facilement transformer les choses, les outils en armes. J'ai peur vraiment qu'on en fasse n'importe quoi, et que surtout par rapport à la bulle informationnelle que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai peur que l'IA devienne tellement performante que derrière, on se base trop dessus dans les dizaines d'années à venir, un peu comme les nouvelles générations qui ne jurent que par les réseaux sociaux, et qui du coup, une information qui passe dessus, c'est une information acquise, donc la vérité. Et que derrière, ça va nous détacher de la capacité qu'on aurait à réfléchir par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas été assisté par une IA pour nous faire des propositions? Parce qu'elle va nous enfermer, par exemple, voilà, tu m'as posé une question, tu as 5 possibilités. Bah, peut-être qu'il y en a 7-8 possibilités, mais elle me dit non, t'en as que 5. Voilà, c'est des questions que je me pose. Qu'est-ce que ça deviendra après par la suite? D'ailleurs, elle saura déjà, de toute façon, elle saura déjà quelles questions tu vas avoir, la IA. Elle va anticiper tes besoins. C'est le turfu, ça. Là, tu t'auras même pas besoin de commander sur Amazon, le truc qui va arriver chez toi. Ah! Mais ça arrive déjà. Ouais. C'est-à-dire que Amazon, depuis à peu près 3-4 mois maintenant, me fait des propositions. Ah, Ouais. là, peut-être que ce produit que vous avez jamais consulté, ça c'est moi qui le rajoute, pourrait vous intéresser. Elle m'a T'as fait pas eu les dernièrement- t-shirts d'Halloween aujourd'hui? Non, pas ça. Elle m'a fait 5 propositions et il y en a une, j'ai fait putain, c'est vrai que j'en ai besoin. Mais j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais que j'ai pas fait de recherche. Mais j'ai dit putain, c'est bien. Et elle me les a proposées naturellement. C'est rigolo. C'est cool. T'as plus besoin de te prendre la tête, Julien. Mais quand on regarde, en fait, l'intelligence artificielle, dans un premier temps, quand vous parlez de machine-outil, c'est pour faire des tâches répétitives qui sont rébarbatives. Ça, l'intelligence artificielle n'est pas très développée en soi, c'est faire la même tâche. Mais ça devient plus inquiétant. Enfin, en termes de choses désagréables, c'est la PDG qui va licencier des employés. Ça va être dans des centres d'appel. Ils vont analyser les conversations, par exemple, des opérateurs téléphoniques. Et si, en fonction des mots qui sont détectés, s'ils sont pas assez empathiques, pas assez aimables ou quoi, il y a un scoring qui est fait. Et si vous descendez sous la note recommandée, vous êtes viré automatiquement. Ça va automatiser toute chose et ça, en quelque sorte, ça va peut-être faire perdre la notion de libre arbitre, de juge arbitre, notamment par les algorithmes, comme disait Julien. Et ça peut être Ce que tu évoques là, c'était pas dans Idiocratie justement une IA qui a licencié tout le monde? je sais pas, non, c'est un reportage que j'ai vu sur Arte là. Non, sur la mais chaîne je Arte. crois que dans le film Dans Idiocratie, Idiocratie, je l'ai vu il y a je longtemps. crois mais- que c'est un truc en 2500 et quelques. Il y a un événement qui s'est passé, du coup, l'IA, côté RH, a quasiment licencié la quasi-totalité des employés suite à une mauvaise compréhension en fait, d'une situation. Mais il y a pire en fait, comme là tu parlais justement, Mehdi, des centres d'appel où en fait où une IA vient analyser. Je sais pas si vous avez vu la vidéo en fait de Google sur la prise de rendez-vous de l'assistante téléphonique. Ah oui. Vous avez vu ça? Qui- C'est Non, fascinant, non. c'est Ça me dit fascinant. rien. C'est bluffant. C'est bluffant. En fait, t'as l'impression, en fait, elle s'occupe d'un salon de coiffure, elle prend les rendez-vous. Et donc, c'est fluide, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de, c'est assez, tu croirais vraiment que c'est une vraie c'est personne. quelqu'un, ouais. D'ailleurs, c'est pas moi qui parle dans le podcast, c'est une IA. Je vous ai pas dit. T'as pris les... C'est pour ça que j'ai arrêté de dire au fait. Ou alors je l'ai dit peut-être. Vous l'avez entendu? L'IA reprend même mes bêtises. Donc
Non, non, en gros, ça va super loin. Marianne, il t'a parlé tout à l'heure justement de relationnel, des choses comme ça peut aller super loin. Après, bien sûr, sur ce qui est côté accompagnement humain, c'est-à-dire qu'aller toucher les gens, ça va être plus compliqué. Les Japonais, bon, là maintenant, ils sont à fond sur les robots. Quand tu parles de Euh, toucher les gens et japonais, tu insinues quoi là par là? aller aider du vieux, quoi. Tu vois, donc du coup, travailler avec les anciens, des choses comme ça, comme le font les Japonais. En fait, je sais pas quel résultat ils arrivent à avoir. Apparemment, c'est pas mal. Et ils sont assez friands de ces produits-là. Il y a une société là. J'ai un pote qui bosse pour une de ces boîtes là qui fait les robots et ils en vendent quasiment que pour le Japon en fait. Donc du coup, ça a l'air de pas mal tourner. Je sais pas ce que ça donne au quotidien, mais sinon ouais, ça avance bien. Hein. Puis nous on s'adapte. Hein. Tu sais, on arrive bien. Les êtres humains, ils ont cette capacité-là à identifier les objets comme des alors en leur donnant des personnalités parfois comme pour les voitures des choses comme ça, donc on est capable de s'adapter. C'est qui tôt ou tard en fait ça nous posera peut-être plus de problème que le truc soit en chrome et que tant qu'il a des yeux, une bouche et que et notre instinct nous dit ouais tout va bien quoi. Bah, plus que notre instinct, encore une fois, c'est un terme émotionnel. Et c'est ce qui va différencier avec l'IA, c'est que enfin, là, tout à l'heure, je regardais avant le podcast, je regardais Her de Spike Jonze. Top, topissime. Oui, génial. Le film vraiment génial. Mais il était trop orienté, c'est social, émotionnel. Mais ce qui fait la différence, c'est à un moment donné, tu dis si on se sent en sécurité ou pas, c'est l'émotion. C'est l'émotion que va nous générer le robot. Tant qu'on ne se sent pas en danger, tu parlais de danger, c'est qu'on n'a pas peur. Que l'IA va pas l'avoir. Et c'est ce qui se passe dans le film Her, c'est qu'il tombe complètement amoureux. Et de la même manière, c'est ce qui se passe avec le T800, où John Connor a véritablement un modèle, une relation paternelle avec le T800. Sarah Connor le dit d'ailleurs, hein, que ce serait la projection du père idéal pour lui. Est-ce que le T800, on pourrait l'incorporer dans une famille? Est-ce que pour vous, c'est un membre de la famille Connor Américaine au ouais, final? avec des armes et tout, ça passe. Non mais voilà, sur ce film-là, c'est un peu bourrin quoi. Ça pourrait être le père de John. La projection, autant Her là, t'as cité Her, ça marche super bien quoi. Alors je trouve que Ouais. on sort un peu du film, mais je trouve que là-dessus ils ont vraiment bien joué le coup en fait Ouais, sur c'est réaliste. ça marche super bien. T'y crois à l'histoire d'amour quoi. T'y crois vraiment. Alors autant Terminator c'est très caricatural quoi. Là le père quoi. C'est un Ah, mais toaster qui caricatural parce que c'est la vérité aussi. Dans des problématiques souvent psychologiques, si on suit théorie freudienne, c'est un problème avec la mère, soit un problème avec le père. En l'occurrence, John Connor, il a un père absent. Et là, il a le Terminator, il a quand même, si on demande quel est le type de personne idéale qu'on rêverait d'avoir autour de nous, il a toutes les valeurs. Il est fidèle, il est loyal, il est intelligent, il est serviable, il est gentil, il est protecteur. Il joue même avec lui, avec John Connor dans une des scènes, à un moment donné, il joue à tape-main ou je sais pas quoi, et on les voit rigoler. Je crois que c'est dans la version longue, je suis pas sûr que ce soit dans la version courte, mais il joue à tape-main, il joue avec, il a des émotions. John Connor s'attache particulièrement à lui. Pourquoi? Parce que ça génère une émotion dans l'humain. Finalement, la perception qu'on va avoir de l'intelligence artificielle est tout à fait tributaire de ce masque-là. Et est-ce qu'on va avoir au niveau éthique la capacité à prendre la juste distance avec la machine pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est, et malgré tout pour ce qu'elle nous apporte? Comme beaucoup de choses en termes d'humains, tu auras des pros et des contre. Tu auras des mecs à fond dessus, et puis tu auras un gros blocus, je pense, à un moment donné, par rapport à ça. Les gens qui seront à fond côté insertion dans le quotidien et d'autres qui auront peur, qui voudront renier en fait toute association avec cette technologie. Je pense qu'on aura les deux. Mais après, c'est dans une schématisation classique de sociologie. D'abord, ça va être une contre-culture où il y aura une faible quantité de personnes qui vont soutenir ce mouvement-là. Puis après, ça va grossir, ça va devenir une sous-culture, donc une culture un peu déviante, mais qui sera plus acceptée, jusqu'à un point où ça va arriver à la culture dominante. C'est comme ça que se sont passés tout un tas de révolutions, de mouvements sociétaux d'aujourd'hui,
à plein de niveaux. On a eu prenons l'exemple de la télé. Au début, on pensait que c'était une diablerie, et maintenant, maintenant c'est un petit peu désuet. Il y a eu le cycle de vie qui s'est éteint. Mais c'est comme le téléphone. Avant, on était très récalcitrant à voir tout ça, et maintenant, c'est limite du transhumanisme, ou c'est le prolongement de notre propre main, dans l'absolu. Tu parlais de toute la partie socio par rapport à l'IA. Moi, ce que je me demande, c'est si on va pas aller dans certains travers. C'est-à-dire que un peu, j'ai vu récemment Cyberpunk, je m'écarte un peu, mais la série sur Netflix, je connaissais pas Ouais, trop le jeu, génial. etc. Et ce que j'ai vu, c'est le côté dystopique, et les pauvres ont des soins de pauvres avec des IA de pauvres, et les riches ont la capacité d'avoir des robots qui vont faire des opérations plus plus, pourtant c'est le même robot. C'est-à-dire que derrière, tu as, si tu es pauvre, tu auras une prestation d'IA inférieure à quelqu'un qui est riche avec le même outil, ou il aura une prestation supérieure. Donc peut-être que ça sera un levier pour encore augmenter la différence entre les niveaux sociaux, si ça se trouve à terme. Soit un levier, soit un nivellement, parce qu'après le progrès technologique a ses limites, même dans l'évolution enfin, il arrive un moment où on va arriver à un plafonnement, on ne pourra pas inventer plus que ce que l'imaginaire peut déployer. Alors, Peut-être vous allez que, me dire, ça va toujours avancer, ça va être nourri de différentes manières, mais peut-être que certainement. les robots, parce qu'il y a déjà eu des tests comme ça, enfin quand je dis robots, je parle des IA, vont en créer d'autres. Là, ça fait penser à certains films, mais Matrix ou d'autres choses comme ça, peu importe. Mais même d'ailleurs, dans Terminator, je crois que c'est le premier, ils disent que l'IA, en fait, c'est créée d'elle-même par la suite. Je me rappelle plus exactement de l'intro, mais c'est elle qui est créatrice des nouvelles choses qui sortent. Donc, il y avait déjà eu des expériences il y a quelques années où ils avaient mis deux IA à discuter, donc deux IA logiciels. Et puis rapidement, les deux IA qui se comprenaient pas ont fini par se comprendre dans un langage que l'humain, lui, par contre, n'était pas en mesure de comprendre. Ah oui, il y a créé un langage, ouais, genre un C3PO, quoi, ou enfin un R2D2 style, tu vois, tu parles Oui, un peu avec des comme ça. bips. Mais donc l'opération, enfin l'expérience n'a pas duré très très longtemps. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Certains disent que c'est parce ils ont eu peur. Enfin, de quoi est-ce qu'ils auraient eu peur? Juste si c'est deux logiciels qui communiquent. Mais voilà, très rapidement, en fait, je vais pas donner de timing parce que j'ai pas le timing en tête. Si c'est en quelques heures, quelques minutes ou quelques jours, l'humain n'était plus en mesure de comprendre ce que deux intelligences qu'on avait créées étaient en mesure de faire. Ouais, intéressant. Avec notre niveau Donc, actuel, donc on a un petit niveau aujourd'hui quand même en termes de techno là-dessus. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais au final, on parle vraiment des différences entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est dans le film, euh, est-ce que vous n'avez pas eu peur autant pour John Connor que pour le Terminator? Est-ce que le lien affectif que vous avez pu avoir avec le robot, moi, à un moment donné, je pensais plus que c'était un robot. Je pensais vraiment que c'était un membre à part entière du film. Et quand il est mort, quand il s'est suicidé, ça m'a fait un pincement au cœur. Est-ce que finalement, c'est pas tributaire et dépendant de notre perspective? En ce qui me Uniquement, concerne, moi. moi, je suis plus attaché à Schwarzy, au T800 dans le Oui, au film, T800, oui, oui, tout à fait. qu'à John. T'as beaucoup plus d'attache sur ce robot qui fait des efforts pour sembler ou devenir humain, entre guillemets, pour s'adapter, qu'au petit, à la petite racaille qui est là, qui fait n'importe quoi, qui finit par être tout à fait sociable. Mais oui, je préférais Schwarzy dans le film. Tu dis ça aujourd'hui, mais est-ce que quand tu l'as vu quand tu étais minot, tu disais pas, putain, il est trop cool, John Connor, il a son propre Terminator. Je me rappelle pas de ce que je pensais à l'époque. Bah si, Ah, ça ça peut être pas remonte mal. à loin, ça remonte à très Tu loin, l'amènes, Julien. tu le mets dans la cour pour ceux qui t'embêtent, tu l'amènes avec toi, c'est sûr que ça dissuade un peu. Ouais. Ouais, alors que toi, t'avais juste ton Tamagotchi, lui a son Terminator. Ouais, ça fait Ouais, un t'as fait différent l'air, level. c'est pas la même pression. Mais est-ce que est-ce qu'à un moment donné, vous avez oublié que c'était un robot? Bah, après, on l'oublie très vite parce qu'on sait au fond de nous que c'est un acteur. C'est un peu compliqué de se détacher complètement de ça. Mais si sur ce qui est de rapprochement, je rejoins un peu Julien. J'avais pas ma petite larme à l'œil, mais quand il se suicide tout ça, je trouvais ça un peu dommage. Donc, du coup, peut-être que puis c'était Celle-là est un peu le héros. sentimentale. Ouais, le petit côté sentimental. Donc du coup, j'en ai pas pleuré, mais du coup, ouais, ça m'avait marqué un petit peu le truc, le petit espèce de suicide avec le gamin qui crie. Ou alors c'est le gamin en fait qui m'a
m'a plus ému, je sais plus. Mais bref. Ouais, alors moi j'ai l'habitude de dire que les émotions en fait ça se transmet, ça se partage à partir du moment où on est seul, que ce soit qu'il nous arrive quelque chose de merveilleux ou d'ultra triste, si on est tout seul et qu'on a personne avec qui le partager, l'émotion elle va quasiment faire un flop. Et en fait j'ai l'impression que dans cette fin du film, l'émotion, comme tu le dis, elle passe plus par John Connor. Le fait que le Terminator s'en aille, c'est quand même, enfin, il a vécu une aventure extraordinaire, comme le disait Mehdi, il retrouve un semblant de père qu'il n'a jamais eu. Il y avait cet aspect protecteur et il perd, John Connor perd ça, et c'est plus dans sa détresse, dans la détresse de John Connor que nous on va ressentir l'émotion de quelque chose qui se termine, le Terminator qui s'en va et qui marque la fin de l'histoire en fait. Ouais, pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le gamin est plutôt en stress à la fin. Et l'émotion passe peut-être par là, effectivement. Mais plus encore, quand tu dis que l'émotion, ça, c'est quelque chose qui se vit, qui se partage, moi je pense que c'est plutôt qu'elle soit reconnue. C'est-à-dire que John Connor reconnaît le Terminator par sa tristesse, et que c'est peut-être plus la tristesse du gamin qui nous touche parce qu'on reconnaît son émotion. Si on a besoin de la partager, cette émotion, c'est que on a besoin que l'autre reconnaisse notre état et qu'il puisse se connecter. C'est une demande de connexion empathique finalement. Oui. Oui. Après, tu les mouches. Hein. Oui, Maria, oui. Développe la notion de connexion empathique. Bah, c'est-à-dire que si je viens te voir et que je te dis, je sais pas, je suis viré, bah, je vais pas attendre une réponse dans le sens, bah super, c'est la fête, on va boire l'apéro. Je vais avoir envie que tu me demandes, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé, parle-moi-en, comment tu te sens, etc. Reconnaître, se mettre à un niveau de comportement social adapté à l'émotion que l'autre te transmet. Mais si moi je dis enfin, ils ont reconnu que t'étais pas bon, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Reste cool, sac à merde. On peut le dire. En fait, au final, le message principal du film, à la fois du premier comme du second, puisque la menace, c'est le T-1000 qui est envoyé par les machines du futur vers le présent de l'action. Est-ce qu'à l'avenir, on est en droit de se demander si l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité? Si tu poses la question, est-ce qu'on est en droit de se poser la question? Oui, on est en droit de se poser la question. Et qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'on se pose cette question? Parce qu'on peut avoir des doutes sur toutes les nouveautés qui arrivent. On parlait je crois que c'est Salah tout à l'heure qui parlait des nouveaux trucs qui arrivaient. Je sais plus ce que tu avais dit par rapport à ça, mais... PDG chinois... Ouais, non, c'était toi qui l'avais évoqué. Mais globalement, on peut se poser beaucoup de questions à plusieurs niveaux. Salah se posait la question par rapport à l'emploi. Marien qui avait potentiellement du doute aussi sur la partie sociale, médicale, etc. Donc la première chose, moi, à chaque fois, c'est que je doute toujours. Dès que j'ai un nouveau truc qui arrive, je fais bon, ok, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dessus? Dans quel but? Parce que le but qu'ils nous donnent n'est, à mon avis, généralement pas le but caché des choses. Peut-être que le but caché, c'est tout simplement de gagner du pognon ou ce genre de choses, j'en sais rien. Peut-être que le but caché d'une IA omnipotente, ça serait tout simplement de pouvoir maîtriser les foules, tout analyser. Il y en a qui parlaient quasiment du crédit social tout à l'heure, du crédit social chinois avec les caméras de partout qui regardent tout, etc., etc. On peut avoir des doutes sur l'IA quand on voit ce qu'on fait au niveau social, par exemple. Après, c'est aussi Salah qui disait que ça pouvait être toute nouveauté peut être un genre de révolution qui permet de produire plus ou des choses comme ça. Donc là, ça peut être aussi super intéressant, mais ça peut bouleverser aussi tous les métiers, toute la partie sociale. Salah au chômage à cause de la créativité, par exemple, ce genre de choses. Donc beaucoup de doutes par rapport à ce qui va venir. Donc faut se poser des questions. Ça me paraît logique de se poser des questions et de jamais tout accueillir comme ça à bras ouverts. Il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire bloquer, ça veut dire réfléchir. Et qu'est-ce que vous pensez des dérives qui sont déjà existantes de l'intelligence artificielle qui influencent les réseaux sociaux très rapidement, qui peuvent les infiltrer en programmant
une forme d'idéologie. On en a un peu parlé, notamment durant les élections entre Trump et Biden. Est-ce que ça peut vous inquiéter, vous, personnellement? Alors, j'ai pas tout à fait compris ta question, Mehdi. Est-ce que tu peux reformuler En fait, on s'il te parlait plaît? tout à l'heure des bots qui sont créés sur les différents réseaux sociaux et même sur les sites internet d'achat en ligne. Maintenant, quand je regarde des avis sur Amazon, je sais pas du tout si c'est du lard ou du cochon. Et de la même manière, ils ont la capacité de créer différents profils sur les réseaux sociaux et de programmer l'ensemble de ces profils pour aller délivrer un message, par exemple politique, peut-être l'incitation à la haine, peut-être une idéologie communiste ou hyper libérale, peu importe, pour influencer la population, influencer les lobbies et seraient en mesure, par exemple, à l'approche d'élections, de programmer une invasion de bots pour encourager tel ou tel candidat. Est-ce on serait pas soumis finalement après, on va perdre notre libre arbitre du fait de l'effet de halo qu'on parle en biais cognitif. Est-ce que ça vous inquiète pas de perdre notre libre arbitre et notre indépendance d'information? Je pense qu'on l'a déjà perdu si tu te prends pas en main, en fait. Je pense qu'on l'a déjà perdu depuis bien longtemps, avec tout ce qui se passe et toutes les bulles, j'ai oublié le mot, les bulles, comment vous avez dit tout à l'heure, informationnelles qu'on a déjà en place. Pour moi, c'est déjà entre guillemets mort si les personnes ne se prennent pas en main pour rechercher de l'information alternative ou pour toi-même analyser. Tu parlais des avis sur Amazon, par exemple. Moi, quand je vois un produit qui m'intéresse, je regarde toujours les avis les plus négatifs. Toujours. Je regarde jamais les avis positifs parce que soit je considère que c'est des faux avis, soit je suppose que comme la plupart des gens commentent sans rien connaître au truc et qu'ils n'ont pas fouillé très loin dans la qualité du produit ou dans l'usage. Tu peux pas acheter un produit et au bout de 2 jours donner l'avis sur ton produit, c'est impossible. Et c'est à peu près le timing qu'on te donne pour noter le produit. Donc ce qui est intéressant, c'est l'aspect négatif. Donc l'aspect vraiment humain, en fait. Parce que tu vas pas, c'est rare de mettre une IA ou de mettre un algorithme pour plomber un produit que tu essaies de vendre, ou au pire les produits des concurrents. Mais par rapport au risque aussi que tu évoquais, moi ce que je vois, c'est qu'avec toujours l'aspect créativité, vous avez vu ce qu'ils faisaient avec les vidéos, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait le premier test avec Tom Cruise, il y a peut-être 2 ans de ça. Maintenant, sur du direct, ils sont capables de changer les visages, mais très propres, vraiment très propres. Donc je trouve que ça, par rapport à l'embrigadement qu'on peut avoir de l'ensemble des informations qu'on nous donne, ça, ce type d'IA-là, je trouve ça très, très vulgaire et inadapté, et ça devrait être presque interdit d'une certaine manière à l'usage, dans certains usages. C'est tout, je vous laisse la parole. Ouais, faut rebondir, hein. Je disais, est-ce que c'est un danger? Certainement. Il y a un risque et je rejoins Julien sur cet aspect. En fait, les algorithmes fonctionnent déjà. On est déjà sur pas mal de bulles informationnelles, en fait, qui vont que construire des gens avec des biais, ce qu'on appelle les biais de confirmation. Tu connais bien ça, Mehdi. Et du coup, rester dans leur train et dans enfin, dans cette bulle-là. Donc, il y a cet aspect-là, et puis je pense que l'IA surtout va être voir en fait, moi le pays qui m'inquiète le plus là-dessus, c'est la Chine, qui est vachement en avance. J'ai l'impression qu'ils sont pris de l'avance sur tout le monde. C'est peut-être et leur utilisation en fait sur la reconnaissance faciale, ils utilisent déjà en fait les citoyens, en fait ils sont notés, ils ont tout un système en fait qui est vachement avancé, et ça fait vraiment SF, ouais, ça fait vraiment un truc vraiment très très flippant, quoi. Donc est-ce qu'on va arriver à tout ça? On verra, quoi. Donc je pense ça peut être un gros danger, ou ça peut être un gadget comme tout ce qu'on a inventé avant, donc quelque chose pour nous aider, un outil, ou alors ça peut faire pchit parce que on se fera une guerre nucléaire avec la Russie, et puis il y aura plus que des rats et Julien en slip en train de traîner dans la rue. Voilà. Carrément en slip. Mais par rapport au pchit que tu viens de dire à l'instant, il y a un truc très intéressant. C'est Jean Covici qui parlait de ça, je crois que c'était lui. En fait, pour développer tous les nouveaux systèmes d'IA qu'on a, on a besoin de systèmes informatiques ultra puissants.
Donc c'est-à-dire de super gros calculateurs, data center, tout ce que tu veux, et derrière, tu as besoin d'une masse colossale de stockage de données. Donc en termes d'écologie, on est très très loin de l'orientation qu'on est censé prendre a priori si on prend le relais de notre premier podcast Don't Look Up. Donc il y a quelque chose qui va pas. Par rapport à l'orientation qu'on prend au côté techno, ça va à l'encontre de ce qu'on devrait faire a priori pour la planète. Et avec le matériel aussi, il faut pas oublier tout ce qui est matériaux qui est utilisé pour déjà on commence à manquer de matériaux, de métaux rares, en fait, ce qui est métaux rares en fait pour faire de l'électronique, des choses comme ça, et on sait pas recycler. Il y a plein d'enjeux en fait. Il y a pas et puis les enjeux énergétiques en fait. Ce qui est en fait c'est bien l'IA, c'est bien tout ça l'informatisation, mais tout ça nécessite du pétrole. Et quand il n'y a pas de pétrole, au fait, il n'y a pas non plus de progrès technique non plus quoi. Donc en gros, on arrive sur une période un peu compliquée. Donc est-ce qu'on va pas plutôt vachement ralentir et on n'aura pas tout ça? Ou Il y alors a la guerre aussi. Il y a la guerre. ouais, mais Enfin, pas la guerre, mais les invectivations entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, qui est le premier fournisseur de ces matériaux et de ces puces. ouais, mais fournisseur, mais donc du coup lui il transforme en fait. Il n'a pas non plus les matériaux, les matières premières. Donc ça va être aussi un enjeu en fait sur les matières premières. Enfin, il y a plein de choses qui vont jouer, donc à voir. Je ne sais pas en fait. Par rapport à tous ces dangers, comment, à votre avis, il serait possible de se prémunir, de se protéger de l'IA, d'éviter les dérives pour garder un statu quo, je dirais, relationnel, militaire, garder le pouvoir, si je puis dire, garder le contrôle. Qu'est-ce qui pourrait être envisagé d'être fait? Allez Marien, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais. La question galère, la question galère. Comment t'élargir? C'est pour ça qu'on passe le ballon à gauche. Ouais, non, difficile. On est vraiment tellement parti sur un progressisme, sur l'idée d'aller toujours plus loin que maintenant on n'a plus que ça en tête. Donc c'est un peu compliqué maintenant dès qu'on essaye d'aller contre cette idée d'aller toujours plus loin. On est toujours défini par les autres comme étant rétrograde, etc. Donc c'est pas évident de répondre à ta question. Moi, je suis assez peu optimiste là-dessus au final, donc c'est pour ça que je suis pas forcément capable de trouver une réponse toute faite. Je veux dire, moi, j'ai le sentiment que au-delà de l'intelligence artificielle, c'est l'informatisation qui a tendance à déshumaniser chaque personne. Tu parles d'expérience sur ton boulot, par exemple? Ouais, non, mais même pas que. Enfin, je prends un exemple tout bête, les réseaux sociaux, qui est censé rapprocher les personnes, élargir le groupe social. Finalement, on voit des photos partout où il suffit de sortir dans la rue et on voit 3 personnes côte à côte qui sont sur leur téléphone. Et ça déshumanise complètement, et au final on essaye de plus en plus de donner ce côté humain à la machine. Enfin, je pense aux toutes applications, les applications Siri, etc., où maintenant c'est, au lieu de poser la question à son copain qui est à 20 cm de soi, on va poser la question à la machine qui va nous donner une réponse, et donc voilà. Enfin, je suis désolé Mehdi, j'ai pas de réponse à t'apporter à ce niveau-là. Oh, mais t'as le droit de pas être en mesure de pouvoir répondre. J'ai une réponse. Il y en a un qui fait le malin, là, j'ai envie de l'entendre. Là. Je pense que Mehdi, tu t'es pas beaucoup exprimé, donc ça serait bien que tu t'exprimes d'abord, parce que toi tu poses des questions, mais vas-y, exprime-toi sur le sujet. Alors, pour se protéger, se prémunir, je dirais, de l'IA, je pense que déjà dans un premier temps, il va falloir appliquer les trois lois de la robotique d'Asimov, qui pourront être dans la programmation. Je pense alors les 3 lois, pour ceux qui connaissent pas, c'est la première, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni laisser l'humain être exposé au danger. Le robot ensuite doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, et tout en respectant la première règle. Voilà, tout à fait. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Donc ça met un premier cadre, on va dire, de programmation, mais ce serait pas suffisant.
Je pense aussi qu'il sera nécessaire d'avoir toujours un contrôle humain derrière pour avoir cette notion de contextualisation. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Ensuite, à l'avenir, pour moi, ça va être encore une fois dépendant de l'humain. Je veux dire, le Terminator, quand on regarde dans le film, à un moment donné, au début, quand John Connor s'aperçoit qu'il obéit que le Terminator obéit à ses ordres, il va, au début, il se plaint parce qu'ils sont attaqués, il gueule et tout. Il y a 2 mecs qui viennent pour essayer de le protéger, et finalement, il se comporte comme un petit con et il lui dit, ouais, vas-y, casse-toi, merdeux, sac à merde. Et le Terminator va commencer à les agresser. Et finalement, ça va être ça. C'est qu'est-ce que l'humain va pouvoir transférer à ces intelligences artificielles, que le comportement va être induit. Et c'est là que la question pour moi, c'est le danger. C'est pas vraiment l'intelligence artificielle, c'est nous, l'humanité, cette volonté de pouvoir, cette volonté cette fainéantise. Ça va être le péché capital finalement du christianisme. Ça va être la paresse. Ça va être le numéro 1. Et ils vont finir par croire qu'on est un truc gâteau. Hein. On est de tout bord, on aime tout le monde. Fallait pas croquer la pomme. Ouais. C'est vrai. La confusion. Mais ouais, ça va être le contrôle finalement, ça va être la régulation de l'humain qui va comporter, puisque toutes choses ne doivent pas être en excès, sans quoi il y aura ces dérives. Et est-ce que l'humain va être capable de se contrôler? Voilà la question. Moi, je trouve pas dit, parce que ça risque de donner des services très pratiques. Toutes ces choses-là, ça va arriver tranquillement. Ça a commencé. J'ai une Alexa à la maison parce qu'Amazon a fait des super promotions à un moment donné. Donc comme un gland, on va dire ça pour rester poli, j'en ai acheté un. Du coup, j'en ai mis un deuxième, un petit troisième, etc. Bien évidemment, hein, ils n'enregistrent rien, hein, bien sûr. Bon, sauf qu'ils se sont déjà fait choper. Derrière. C'est complètement vraiment d'un niveau en termes d'IA. Tu prends Alexa, vraiment pas terrible aujourd'hui. Vraiment, il y a plein de choses. Ne serait-ce que énumérer une liste de courses, elle comprend pas la moitié des trucs. Et plus il y a des mises à jour, moins elle comprend. Elle devient vieille et sourde. En fait, cette Alexa, elle comprend de moins en moins de choses. Mais ça reste pratique pour un certain nombre de choses. Mets de la musique, fais ceci, fais cela. Donc tranquillement. Allume les lumières. Voilà, allume les lumières, tes petits scripts que tu as fait toi par exemple chez toi pour gérer tout ça. Insidieusement, ça vient, on s'y habitue. Un jour il y aura un petit truc en plus, ça en plus. Bientôt, Alexa te permettra de faire tes rendez-vous sur Doctolib, ce genre de truc. Tiens, pose-moi un rendez-vous là avec le premier médecin disponible. Ça va arriver comme ça, tranquillement. Moi, je pense que tout dépend en fait de nos modèles sociaux. Aujourd'hui, on est dans un modèle où tout le monde doit être à égalité. On n'a pas le droit d'avoir une personne qui est plus forte qu'un autre, une personne où on n'a pas le droit d'en laisser quelqu'un plus faible que les autres. Ce qui fait que, au final, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, il suffit qu'il y ait 2 personnes qui vont l'acheter, qui vont être favorisées dans tel ou tel domaine grâce à cette technologie. Et de plus en plus, dans le but de pouvoir être compétitif, on va vouloir forcément avoir cette technologie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire que il y a 20 ans, oui, c'est à peu près ça. Il y a 20 ans, qui avait un téléphone portable, qui trouvait que c'était utile d'avoir tous les jours son téléphone portable sur soi. Aujourd'hui, c'est plus concevable de se promener sans téléphone portable. On ne trouve plus de travail sans téléphone portable. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la technologie, au final, on a beau être contre, on a beau être pour, on est de toute façon à un moment donné obligé de se l'approprier pour pouvoir survivre avec les autres. Donc c'est là en fait la difficulté, c'est à partir du moment où on restera dans ce schéma de toujours vouloir se mettre au niveau des autres, on parviendra jamais à se sevrer de cette technologie, de cette intelligence artificielle, etc. Sauf si ce sevrage est forcé. Attendons quelques semaines avec les prochaines négociations avec les Russes, peut-être. On verra. Ça sera peut-être forcé d'ici quelques temps. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode et du film Terminator? Ça peut être intelligent, peut-être, pas sûr. C'est quelque chose de profitable, mais pas totalement, parce que ça peut être programmé différemment, ça peut être dangereux. Alors la question que je vais vous poser, c'est est-ce que aujourd'hui
vous avez envie d'avoir plus d'intelligence artificielle dans votre quotidien. Et je parle pas au niveau militaire, etc., qui sont des domaines qui sont pas accessibles à nous, Pékin moyen. Mais est-ce que vous êtes finalement vous êtes content quand même d'avoir cet Alexa, vous êtes content d'avoir ces différents outils pour vous accompagner. Est-ce que vous leur faites confiance? Alors, à la première question, si je prends dans l'ordre, est-ce que j'aimerais plus d'IA? Sur le principe, pourquoi pas. Par contre, une IA contrôlée, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'IA, sur ta dernière question, est-ce que je lui fais confiance? Je ne fais pas confiance parce que je ne suis pas maître des données utilisées, je ne suis pas maître du stockage, je ne suis pas maître du fonctionnement en fait des IA qu'on utilise aujourd'hui. Si j'ai une Alexa version 2030, je voudrais que toutes les données qu'elle utilise soient entièrement gérées par moi et je maîtrise totalement cet outil. Là, dans ces cas-là, oui, si c'est une IA domestique, par exemple. Je parle pas des IA médicales ou ce genre de trucs. Là, dans ces cas-là, pourquoi pas? Là, on peut discuter. Ça devient intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment la maîtrise des données personnelles, parce que ça fait partie. On y viendra à un moment donné avec la CNIL et tout ça. Ça devrait être, à mon sens, une prérogative pour que tout n'aille pas n'importe où en termes de data. Plus il y a d'IA, plus il y a d'analyse comportementale, et donc pour que l'IA vous propose des choses que vous souhaitez continuer à utiliser, c'est-à-dire qu'elle doit prendre des habitudes sur vous, stocker des informations, et quel est le traitement qu'on va faire sur ces informations-là. Alors ceux qui me disent « oui, j'ai rien à cacher », je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose à ce qu'on fait des datas. Même des bases de données anonymes, on est capable de réexploiter les données derrière. Donc, oui à l'IA, tant qu'on peut la maîtriser et se l'approprier. Salah? Non à l'IA. Ah, attends, non, je pense que, enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas d'avis sur le sujet. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'il faudrait, enfin, est-ce que je l'utilise au quotidien? Moi, j'ai pas d'Alexa et de machin. Et j'ai sûrement pas désactivé l'assistant vocal de mon portable parce que de temps en temps, j'ai des trucs bizarres. Mais j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que c'est un outil et si on arrive à garder le contrôle dessus, ça va bien se passer. Si c'est pas le cas, bah c'est la merdasse, hein. Skynet nous balancera une bombe et puis voilà, John Connor va nous sauver de toute façon. Et toi, Marien, tu crois aux machines ou tu crois à John Connor? Alors, je suis plutôt en John Connor. Non, c'est vrai que l'IA, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où toi, tu peux le contrôler, hein, quelqu'un d'autre peut aussi le contrôler. Ça veut dire que tu seras pas toujours décisionnaire de tout ce qui peut arriver. Enfin, on voit bien, tu l'as fait hier, hein, Mehdi, t'as pris le contrôle de mon ordinateur. Hein. Ouais. Il suffit juste de taper 6 chiffres et puis ça y est, c'est fait, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué après, mais je suis comme tout le monde, hein. Je dis non, et puis une fois que tout le monde y est, je fais je me plie, et puis sinon je suis complètement à la ramasse derrière. Mais voilà, si j'avais le choix et si j'étais pas dépendant du système dans lequel je vis, forcément je serais contre. Je comprends. C'est comme ça que se termine ce podcast. Mais avant de vous quitter, j'aimerais demander à mes camarades s'ils ont un objet culturel, un film, une série, une chanson, une œuvre, peu importe, à recommander sur l'intelligence artificielle. Alors moi, on en avait déjà parlé, Mehdi, hein. J'ai beaucoup aimé le film de 2005 avec Will Smith, iRobot. D'ailleurs, si je me souviens bien, le film commence par les 3 règles que tu as énumérées tout à l'heure. Ne pas faire du mal à un humain, obéir aux ordres, si un humain est en danger, le secourir et défendre tout ce qui peut mettre en péril le robot, sauf si ça entrave les règles numéro 1 et numéro 2. Très intéressant, notamment aujourd'hui pour la question de la voiture autonome. Ouais. Dans une situation un petit peu similaire, des enfants à l'arrière, une petite grand-mère qui traverse la route,
des platanes sur les côtés, que fait la voiture? Est-ce qu'elle évite la grand-mère au risque de se taper un platane et de tuer la petite fille à l'arrière, ou est-ce qu'elle se dit je renverse la grand-mère? Donc ça, très intéressant ce film, je trouve que ça amène pas mal à réfléchir. Et puis il y a un livre aussi que j'ai bien aimé, ça s'appelle L'homme terminal de Michael Crichton, qui est sur l'avancée technologique, notamment de l'intelligence artificielle en termes de médecine, où ils essayent de greffer un cerveau informatisé à un patient qui est atteint de psychose. Et je raconte pas la suite du livre parce que c'est très intéressant à lire. En gros, tout déconne, c'est comme on peut se l'imaginer. C'est un très bon trailer et vraiment je le conseille. Salah, quelque chose à recommander? Alors, moi en film, on en a parlé tout à l'heure. Her, c'était vraiment le blast absolu. Belle histoire d'amour en fait, qui est une belle histoire d'amour. Voilà, c'est ça aussi. C'est l'exploit de ce film-là, c'est de parler d'IA et d'une belle histoire d'amour. Il y a celui-là, là je pensais tout à l'heure à Metropolis aussi, qui est un super film. Ça traite pas vraiment, enfin. C'est juste l'aspect, il y a un robot dedans, mais ça a regardé aussi. C'est un super beau film, c'est un super bel objet. En film, il y a pas, j'ai pas grand chose. Hein. Moi, je dois regarder L'Homme Centenaire. Apparemment, c'est pas mal. Donc, je sais pas si je le recommanderais ou pas, mais ça parle du sujet aussi. Sinon, t'as parlé d'Asimov. Je pense que moi, j'ai pas lu, au fait, comment il s'appelle? C'est les robots. Ah, j'ai oublié son livre. Moi, j'ai lu d'autres Asimov, mais du coup, en fait, ça peut être intéressant de se diriger là-dessus parce qu'il parle pas mal il y avait pas mal de projections dans le futur avec lui, donc ça peut être cool à regarder. Notamment la loi des robots dont tu parlais tout à l'heure, ça peut être intéressant de s'y plonger. Tu parlais peut-être du cycle des robots d'Asimov Ouais, j'ai pas lu ces cycles-là. La Fondation et de l'Empire. Ma Fondation, ouais, mais Fondation, c'est à part. Moi, c'est tous les cycles Fondation que j'ai lu, quoi. Ouais. Et toi, Julien? Alors, en livre, j'avais bien aimé, je me rappelle d'Asimov, ça s'appelle Mais le docteur est dehors. C'était un recueil de news, des histoires courtes sur tout ce qui est robots, IA. Et c'était pas mal et ça permet d'avoir plusieurs notions des risques de l'IA. Et ça, c'est à lire. Et si vous voulez, je pourrais vous le passer, j'en ai à la maison. En film, alors je sais pas si on parle du même film, Salah. Moi, l'un des films qui m'a bien marqué, c'est L'homme bicentenaire. Alors, je sais pas si on parle de la même chose. Le robot était interprété par Robin Williams. Ah, mais c'est ça, je me suis trompé de titre. Voilà, donc c'est L'homme bicentenaire, un film. Alors, j'ai vérifié la date. J'ai dit L'homme centenaire. Il y en a deux fois plus. Toujours plus, ça, c'est toujours plus. Super film. Dans sa globalité, super positif. Si t'as pas du tout de notion de guerre, et c'est vraiment le côté joyeux un peu de l'intelligence artificielle qui cherche plus. Je vais pas rentrer dans le détail, il faut regarder le film. J'ai regardé, le film est assez ancien, il date de 99. Mais franchement, super film. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, peut-être 4-5 fois. Après, d'autres choses disponibles facilement sur Netflix. J'ai pris ça parce que c'est facilement accessible pour tout le monde. T'as une petite série d'animation qui est pas mal, qui s'appelle Love, Death and Robot. Pour chaque épisode, t'as des concepts différents, voire même des créas différents, donc des rendus différents au niveau du style, etc. Vraiment, c'est sympa à regarder. T'as plein de notions intéressantes là-dessus. Et sur la série Black Mirror, t'as quelques épisodes qui parlent d'IA et d'intelligence artificielle poussée. Il y a de très bonnes idées qui mériteraient, chaque épisode des fois mériterait une série complète. Et vraiment, le dernier film que j'ai vu complètement délirant sur Netflix, c'est Big Bug. Donc c'est un film français qui se veut se passer dans peut-être 30 ou 40 ans, où l'IA est partout. Mais ça part en couille. Ça part en n'importe quoi. C'est vraiment une histoire absurde. Hein. Faut le prendre tel quel, faut accepter que les acteurs en fassent trop. Ça fait partie du jeu. Mais les dérives qui arrivent lors de ce film, c'est super intéressant côté IA. Ok, merci pour le partage. Pour ma part, Salah m'a piqué mon film parce que Her, c'est vraiment extraordinaire. Joaquin Phoenix et la voix, c'est Scarlett Johansson. Et les deux ont vraiment une sacrée alchimie dans ce film-là.
c'est de voir la capacité de l'IA à entrer en interaction et on ne sait pas si c'est vraiment ressentir ou quoi, mais faire partager des émotions et également prendre des décisions émotionnelles et non rationnelles. Je n'en dis pas plus pour spoiler le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vraiment grosse recommandation. Et sinon, moi, je vais prendre le contre-pied, pardon, on parle toujours de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle, au robot, et j'aime bien quand on prend le parti aussi de l'intelligence artificielle qui pourrait être douée d'une forme d'humanité. C'est le jeu vidéo Detroit Become Human. C'est un jeu vidéo où on suit les aventures d'un robot humanoïde doté d'intelligence artificielle qui prend sous son aile une gamine dans une famille où le monoparental où le père est alcoolique violent. Ils vont faire une fuite malgré une intervention policière. Bref, on voit tout le parcours du robot, de sa pensée, des sentiments, et on décide de son destin. Et on se rend compte que finalement, quand on fait preuve d'empathie, même par rapport à quelque chose qui n'est pas vivant, eh bien, voilà, notre perspective peut changer, mais le regard qu'on porte là-dessus peut être tout à fait différent et adapter nos propres comportements de manière à être peut-être parfois moins toxique avec ce qu'on ne respecte pas parce que c'est pas vivant. Donc merci, c'est comme ça que se termine cet épisode. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme. Le prochain numéro sera pour le mois prochain. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le réseau social. On n'en a fait qu'un seul parce qu'on n'a pas voulu se faire polluer par les plus toxiques comme Twitter. On a un réseau social qui est sur Instagram qui s'appelle Fallait pas croquer la pomme. Vous nous retrouverez facilement. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre une note 5 étoiles, histoire de nous aider à être reconnus et connus sur les différentes plateformes et les algorithmes d'intelligence artificielle. Et on vous dit tous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde.